Bonsoir à tous. Alors, nous allons vous présenter, mais d'une façon extrêmement rapide et succincte, l'IFI, parce que le texte est extrêmement complexe. C'est un impôt, en fait, qui va donner lieu probablement à des approfondissements, des commentaires administratifs que nous n'avons pas. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter ces grandes lignes, en insistant peut-être sur les points les plus nouveaux, les plus marquants par rapport à l'ISF, et puis en essayant après de réfléchir peut-être à quelques points particuliers, en connexion notamment avec l'analyse civile des situations des redevables. Et puis on laissera un temps, si on le peut, aux questions, parce que je pense que vous en avez un certain nombre. Alors, rapidement, la philosophie de l'IFI, c'est quoi? C'est un impôt sur la fortune, mais recentré sur l'immobilier. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Tout ce qui n'est pas immobilier est censé ne plus être imposable à l'impôt sur la fortune. Mais tout de suite, une précision, c'est l'immobilier direct, ce qui est relativement simple à percevoir, mais c'est aussi l'immobilier indirect, ce qui pour un juriste est un petit peu plus compliqué, parce qu'on définit les meubles ou les immeubles, mais l'immobilier indirect, on ne le connaît pas chez les juristes. Au niveau fiscal, vous allez voir que le législateur a réussi à appréhender l'immobilier indirectement, et c'est une grande partie de la complexité du dispositif. Second point à noter, on aurait une exclusion dans les grandes lignes de l'immobilier professionnel. Mais alors vous allez voir qu'après, ça se décline sous des formes beaucoup plus compliquées. L'immobilier professionnel sera parfois exclu, parfois exonéré ou parfois taxable. Donc il n'y a pas vraiment une ligne de conduite très claire sur le sujet. Et enfin, une ligne de conduite également, un principe général très important. Le texte est truffé, on peut le dire, de dispositifs anti-abus que le législateur a introduit pour éviter des arbitrages du redevable, notamment sur les choix de passifs, les modes de financement, faute de quoi il craignait que les redevables ne parviennent à miter l'assiette de ce nouvel impôt. Dans sa structure, c'est un impôt qui est conçu sur la matrice de l'ISF. Donc là, on peut se raccrocher à quelque chose qu'on connaît, on se raccroche à l'ISF. Et donc l'ISF sert un peu de creuset fondateur, mais avec d'importants aménagements. Notamment, on abandonne le principe de la prépondérance immobilière pour les sociétés. Vous allez voir qu'on arrive vers un principe de transparence, là aussi, qui ne va pas être très simple à mettre en œuvre. Des nouveaux cas d'exclusion. Donc, c'est quelque chose qui apparaît par rapport à l'ISF qu'on ne connaissait pas vraiment. On connaissait les exonérations, mais désormais, il y a des exclusions et des exonérations. Et puis, la multiplication des dispositifs anti-optimisation, notamment sur le passif, qui complexifie un petit peu la donne. Alors, pour rappeler déjà tout ce qui est connu, tout ce qui ne change pas par rapport à l'ISF, les personnes imposables ne changent pas, ce sont toujours que les personnes physiques. On appréciera la situation par rapport à une notion de foyer fiscal qui prend en compte le redevable, son conjoint marié, le partenaire de Pacs et les concubins notoires, ce qui était une particularité de l'ISF, ainsi que leurs enfants mineurs, mais uniquement mineurs. Dès qu'ils sont majeurs, ils sont détachés de ce foyer fiscal pour l'impôt. En matière de territorialité, c'est comme l'ISF. Les résidents fiscaux français sont imposables sur leur patrimoine immobilier mondial. Les non-résidents ne sont imposables que sur leurs immeubles situés en France ou les titres de société détenant des immeubles situés en France. Le seuil d'imposition reste le même, 1 300 000 € d'actifs, mais cette fois-ci d'actifs immobiliers pour déclencher l'imposition à l'impôt sur la fortune immobilière. Les règles d'évaluation sont pratiquement les mêmes sur le principe qu'en matière d'impôt sur la fortune. Elles sont calquées, en fait, elles sont calées sur les règles de droit de succession, les règles de droit de mutation à titre gratuit, en sachant là que pour le coup, vous allez voir, il y a de nombreuses exceptions dans la valorisation des parts et titres de société liés à des neutralisations de passifs. Donc le principe, c'est la même règle qu'en matière de droit de succession et d'ISF, mais avec beaucoup de modifications. Les résidences principales conserveront l'abattement de 30% pour la valeur imposable. On peut supposer que ce qu'on appelle les décotes, ce n'est pas vraiment des décotes au niveau technique, mais des appréciations de valeur qui tiennent compte de contraintes juridiques de la jurisprudence en matière de droit de succession sont toujours transposables. Donc les contraintes d'indivision, les contraintes de non-liquidité devraient perdurer. Pour les titres cotés, c'est le dernier cours de bourse connu ou la moyenne des 30 derniers cours qui s'appliquera. Et enfin, tout ce qui concerne le contrôle et le contentieux reste le même que celui de l'ISF, c'est-à-dire que ce sont les juridictions de l'ordre judiciaire, comme en matière de droit de succession, qui régleront les contentieux en la matière. Donc on peut penser que la jurisprudence de la Cour de cassation sur un certain nombre de sujets, quand les textes sont rédigés de la même façon pour l'IFI que l'ISF, devrait là aussi perdurer, ou les règles en matière de droit de succession. Le barème reste exactement le même, étant rappelé qu'il s'applique que sur le patrimoine immobilier. Donc bien sûr, comme les patrimoines comportent généralement une fraction mobilière, financière, toute cette fraction exonérée va être extournée des tranches les plus élevées qui étaient applicables. On maintient la décote pour lisser l'effet de seuil entre la tranche imposable de 800 000 € et le seuil d'imposition d'1 300 000 €.
Et puis les obligations déclaratives, là, sont un petit peu modifiées, puisque désormais, on aura une seule modalité d'imposition commune pour tous les redevables. C'est une déclaration au moment de l'imposition, de la déclaration des revenus imposables, avec une déclaration du patrimoine brut et net dans la déclaration d'impôt sur le revenu, mais des annexes détaillées probablement, qui vont être définies par un décret qu'on attend pour l'instant et dont le modèle sera fourni par l'administration. Donc on peut penser que ça va être probablement assez proche de ce qu'on connaissait en matière d'ISF, et donc on revient à une déclaration complète de tout le patrimoine imposable pour tous les redevables imposables. En matière de réduction, ne survivra que la réduction qui permettait en fait d'avoir une réduction d'ISF en matière de dons à certains organismes d'intérêt général. Celle pour investissement dans les PME, en revanche, disparaît. Alors, ce qui change maintenant, et c'est là que ça devient plus intéressant, mais aussi plus compliqué, c'est d'abord l'assiette de l'impôt, puisqu'on va devoir définir assez précisément quels sont les biens immobiliers directs ou indirects qui sont taxables, par principe, en sachant que le législateur a corrigé le principe par tout un tas d'exclusions visant essentiellement à extourner des actifs professionnels pour ne pas obérer en fait le développement de l'économie. Vous allez voir qu'ensuite restent des exonérations. Les exonérations, ce sont un peu celles qu'on connaissait en matière d'ISF, mais qui sont beaucoup moins nombreuses, qui sont un petit peu modifiées et qu'il va falloir articuler avec les exclusions. Donc ça va être plus compliqué que par le passé. On va jouer sur deux niveaux. Est-ce que le bien rentre dans l'assiette ou est-ce qu'il est exclu? Et s'il n'est pas exclu, qu'il est en principe dans le champ de l'IFI, est-ce qu'il n'est pas malgré tout exonéré? Ce qui sera un deuxième temps de la réflexion. Et puis enfin, le troisième point très très spécifique, c'est tout le passif du redevable et le passif des sociétés qui, vous allez le voir, est traité d'une façon extrêmement particulière. Alors, les actifs immobiliers qui rentrent dans le champ de l'IFI, ce sont tout d'abord les vrais biens immobiliers ou droits immobiliers, en sachant qu'il n'y a pas de définition spécifique de ce qu'est un immeuble en matière d'IFI, et donc il faudra raisonner comme en matière de droit privé sur les qualifications offertes par le Code civil pour déterminer ce qu'est un immeuble ou un droit immobilier et ce qu'est un meuble ou un droit mobilier. Et seuls les droits immobiliers, les biens immobiliers, devront rentrer dans l'assiette de l'IFI. Deuxième catégorie, alors celle-ci, c'est par détermination de la loi en matière d'IFI, les parts et actions de sociétés ou d'organismes à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens immobiliers taxables. Donc voilà des parts sociales ou des actions, qui en principe sont des biens meubles en droit privé, qui vont être taxables pour une partie en fonction de la détention de biens immobiliers qu'elles auront elles-mêmes ou leurs filiales ou leurs sous-filiales quand ils seront imposables. Et dans cette hypothèse, eh bien, les parts sociales seront en partie taxables comme si elles étaient immobilières. Alors toutes les sociétés sont visées. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, on n'a plus un principe d'imposition des sociétés à prépondérance immobilière. On a une imposition de tout type de société potentiellement. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large dans l'approche que ce qui existait en matière d'ISF. On pense actuellement que les autres valeurs mobilières qui ne sont pas des actions ou des parts sociales ne devraient pas être concernées. Donc toutes les obligations, même les obligations convertibles à terme, ne devraient pas rentrer dans le champ de l'IFI, ce qui donnera peut-être des moyens de gérer certaines situations particulières. Et en revanche, toutes les parts d'outils collectifs de placement, les parts de SCPI, de SIC, d'OPCI, vont rentrer dans le champ de l'IFI également. Alors, comment est-ce qu'on déterminera la fraction qui est taxable lorsqu'on aura une part ou une action de société? On commencera par déterminer la valeur vénale de la part ou de l'action en question, tenant compte de tous les ensembles, de tous les actifs détenus par la société, de la valorisation de la société. Et à cette valeur, on devra appliquer un coefficient qui est déterminé par la loi, qui correspondra en fait au rapport existant entre la valeur vénale réelle des immeubles détenus directement par la société, mais aussi par ses filiales, et on la rapportera à la valeur vénale réelle de la totalité de l'actif brut de la société. Donc là, vous avez un exemple très simple pour le matérialiser. Si vous avez une société qui a un bilan à l'actif composé d'un immeuble de 800 000 euros et d'actifs financiers pour 800 000 euros, que le passif de la société, c'est son capital social qui est de 800 000 euros, et d'un emprunt qui, pour l'instant, par hypothèse, est considéré comme déductible de 800 000 euros, on peut considérer que si on évalue la société par la méthode du bilan, elle vaut en fait ce que vaut son capital social, donc elle vaut 800 000 euros. Comment est-ce qu'on va déterminer ensuite le prorata taxable? Le prorata taxable, c'est la valeur de l'immeuble au numérateur sur la valeur totale de l'actif brut, donc 1 600 000 euros. Donc le prorata est de 50%. Et donc là, on appliquera le prorata de 50% sur la valeur des parts. Et donc on aura 400 000 euros de parts ou d'actions taxables au titre de l'IFI. Donc vous voyez, la moitié, ça correspond à la proportion dans l'actif que représentait l'immeuble.
Petite particularité qui est reprise largement de l'ISF avec un correctif, les biens qui sont grevés d'un droit d'usufruit ou d'un droit d'usage, vous savez qu'en principe, dans l'ISF, et la règle est la même pour l'IFI, ils sont soumis en totalité à la taxation au niveau du redevable usufruitier. C'est-à-dire que l'usufruitier est réputé être le seul propriétaire en principe pour l'IFI. Il y a des exceptions. Alors les exceptions assez rares, c'est quand le propriétaire a vendu la nue propriété et conservé l'usufruit, qu'il a légué ou donné la nue propriété à un organisme d'intérêt général en se réservant l'usufruit. Et une troisième exception qui est plus fréquente et qui a été étendue par le législateur, lorsque le démembrement résulte d'une succession et que le conjoint survivant a reçu par une disposition du Code civil cet usufruit, que ce soit dans les anciennes dispositions ou celles désormais depuis la réforme du droit des successions, et bien désormais, on aura cette fois-ci un partage de l'imposition. Donc le conjoint usufruitier légal déclarera le prorata que représente sa valeur d'usufruit, et les enfants du propriétaire seront imposables sur la valeur de la nue propriété. Alors la particularité, c'est que ça n'applique que lorsque la transmission résulte de la loi, mais pas quand elle résulte d'une disposition de dernière volonté. Donc s'il y a une donation entre époux ou un testament pour donner l'usufruit au conjoint survivant, eh bien là, on aura une imposition en totalité sur l'usufruitier. Les contrats d'assurance vie, alors voilà quelque chose qui a priori ne ressemblait pas à un immeuble, eh bien ils vont être imposables malgré tout à hauteur de la valeur des unités de compte correspondant à des biens immobiliers taxables. Donc si le contrat d'assurance vie est libellé en unités de compte qui sont de nature immobilière, on pense à des parts de SCPI ou d'OPCI, eh bien le contrat d'assurance vie sera imposable à cette hauteur-là, sous réserve des exclusions qu'on va voir tout à l'heure. Les contrats de crédit-bail, les contrats de location-accession sont traités par le législateur comme si on était propriétaire fictivement, et donc on déclarera la valeur du bien sous déduction des échéances restantes à courir et de la levée d'option, du prix de levée d'option. Donc on retraite en fait ce mode de financement comme si c'était un prêt. Alors ça, c'est ce qui rentre en principe dans le champ, donc les vrais biens immobiliers plus les parts et actions de société à hauteur des biens immobiliers qu'elles détiennent. Le législateur aussitôt a corrigé par un certain nombre d'exclusions ce principe, notamment pour les parts et actions de société. Et donc ce sont des actifs qui sont des parts ou actions de société détenant des biens immobiliers qui, par exception, vont être exclus du champ de l'IFI. Alors, quels sont-ils ? Il y a en gros 4 cas d'exclusion et quelque chose qu'on peine à qualifier qui est un cas de non-rehaussement en fait, de l'imposition. Les 4 cas d'exclusion qu'on va décliner, c'est quand une société est détenue à moins de 10%, qu'elle a une activité opérationnelle et qu'elle est détenue à moins de 10% par le redevable et son foyer fiscal. La seconde concerne les biens qui sont affectés à une activité professionnelle par une société qui en est propriétaire. La troisième est beaucoup plus large, c'est en fait des biens qui sont affectés à une activité professionnelle dans un groupe de sociétés quand la société de tête, ou détenue directement ou indirectement par le redevable, a aussi une activité opérationnelle. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez sophistiqué. Et puis après, une exclusion qui est plus simple, ce sont les parts d'OPCVM ou d'organismes de placement collectif dont le redevable détient moins de 10% du capital et qui détiennent eux-mêmes moins de 20% d'immeubles. Les parts de SIC ou les actions de SIC lorsque le redevable détient moins de 5% du capital et le fameux cas de non-rehaussement. Alors, première exclusion, c'est la plus simple, elle est faite en fait pour les petits porteurs, pour les minoritaires dans les sociétés industrielles ou commerciales. 3 conditions sont nécessaires. La société doit avoir une activité qu'on peut dire opérationnelle, de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le redevable doit détenir directement ou indirectement avec son foyer fiscal, donc le conjoint et les enfants mineurs, moins de 10% du capital et des droits de vote. Et en plus, il ne doit pas contrôler la société au sens du 150 0 BTR et ne pas se réserver la jouissance à titre personnel, de fait ou de droit, des immeubles détenus par la société. En revanche, dans cette hypothèse, on peut avoir des immeubles qui ne sont pas du tout affectés à l'activité professionnelle de la société. Ça peut être un immeuble purement patrimonial détenu par une société industrielle à titre de placement. Si les 3 conditions sont remplies, eh bien, le redevable va être totalement en dehors du champ de l'IFI sur cette participation. Alors, je vous indique également, parce que c'est un point notable, que cette fois-ci, la définition de l'activité éligible, industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, est définie par la loi et définie par renvoi à d'autres textes du Code général des impôts qui sont les articles 34 et 35. Donc, ce n'est plus des qualifications du droit privé, c'est des qualifications du droit fiscal. Il y a une petite difficulté de lecture sur les locations meublées. Dans un premier temps, certains commentateurs ont pensé qu'elles étaient bien sûr
dans le champ des exclusions puisqu'elles sont visées par l'article 35. Et il semble qu'en réalité, quand on lit bien les textes et qu'on les articule, elles ne bénéficient pas d'exclusion. Elles pourraient tout au plus bénéficier des exonérations qu'on verra tout à l'heure. Les holdings animatrices sont expressément visées par la loi. Donc là, on est tranquille dans cet impôt-là. On aura une exclusion quand on aura moins de 10% d'une holding animatrice dont la définition est fixée par le Code général des impôts. Alors, qu'est-ce que ça peut donner comme petit schéma? Vous voyez, par exemple, si on a un redevable qui est tout en haut, qui détient les titres d'une holding passive, qui détient elle-même 9% d'une société industrielle et commerciale, l'immeuble détenu par cette société industrielle et commerciale, quelle que soit son utilisation, patrimoniale ou industrielle, est exclu. Et donc le redevable ne paiera rien sur les titres de la holding au titre de sa participation de 9% dans la société industrielle. S'il avait détenu en direct les 9%, ça aurait été la même chose. Deuxième hypothèse un petit peu plus compliquée, des biens qui sont affectés à l'exploitation d'une société qui en est propriétaire. Là, il y a également 3 conditions. La société doit toujours exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Elle doit être propriétaire des biens immobiliers et les utiliser pour son activité éligible cette fois-ci. Donc ce n'est pas un immeuble patrimonial, c'est forcément un immeuble professionnel. Et cette hypothèse ne peut couvrir que l'hypothèse où la société est propriétaire et utilise elle-même l'immeuble. Si elle le donne en location à une autre société sœur ou du même groupe, ça ne peut pas s'appliquer, cette exonération. Cette fois-ci, le redevable, par contre, peut détenir un pourcentage plus important que 10%. Il peut détenir n'importe quel pourcentage de la société. Donc, petit schéma, un redevable qui détient une holding passive, il est 100% du capital. La holding passive détient 100% d'une société industrielle. On a un immeuble industriel, propriété de la société, affecté à sa propre activité industrielle et commerciale. L'immeuble est exclu pour la valeur des parts de la société industrielle et indirectement la valeur des parts de la société industrielle de tête, enfin de la société holding de tête, est également exonérée d'IFI. Alors, là, par contre, où ça ne fonctionne pas, si cette personne détient une holding qui elle-même possède 100% du capital d'une société industrielle et à côté une SCI, la SCI louant l'immeuble professionnel à la société industrielle, là, on n'a pas d'exclusion. La SCI rentre dans le champ de l'IFI. Troisième hypothèse, un petit peu plus compliquée, c'est le cas où on a un redevable qui détient directement ou indirectement les titres d'une société industrielle ou commerciale et celle-ci détient elle-même des filiales d'autres sociétés. Dans cette hypothèse, tous les actifs immobiliers détenus par n'importe quelle société du groupe, dans la mesure où ils sont utilisés soit par la société propriétaire, soit par la société industrielle et commerciale de tête, celle dans laquelle le redevable détient la participation directement ou indirectement, ou toute autre filiale contrôlée majoritairement par la holding de tête, peut être exonéré d'IFI. Le seul cas en fait, qui ne fonctionne pas, c'est quand l'immeuble est loué à une société dans laquelle la holding est minoritaire. Elle n'a pas le contrôle de la société filiale. Donc là, on couvre un assez grand nombre d'hypothèses. Si on a par exemple un associé d'une holding animatrice qui détient par hypothèse 100% du capital, peut être exonéré en fait l'immobilier détenu par une SCI filiale qui est utilisé par la holding animatrice, par une société filiale du groupe détenue par la holding animatrice majoritairement. La seule hypothèse qui ne marche pas, c'est celle qui est complètement à droite. Si la holding animatrice est minoritaire dans une société industrielle numéro 2 qui loue l'immeuble de la SCI, pour le coup, on n'aura pas d'exclusion au titre de l'IFI. Sont plus simplement exclus, pour des raisons de simplification au niveau déclaratif, les biens immobiliers détenus par des organismes de placement collectif de toute nature sous 2 conditions. Le redevable avec les membres de son foyer fiscal doit détenir moins de 10% du capital de l'organisme et l'actif de l'organisme ne doit pas être composé à plus de 20% de biens immobiliers. Donc bien sûr, ça ne marchera pas pour les OPCI, tous les organismes de placement immobilier, mais les organismes de placement basés sur des valeurs mobilières, sur des entreprises, peuvent être exclus grâce à cette règle. Et puis également, sortent du champ de l'IFI grâce à une exclusion qui est arrivée tout à fait à la fin des débats parlementaires, les actions dans des SIC, des sociétés d'investissement immobilier cotées, lorsque le redevable détient moins de 5% du capital social. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu compliqué entre les biens qui rentrent dans le champ et les biens qui sont exclus. Et puis alors, comme le législateur a eu conscience qu'on rentrait quand même dans un mécanisme qui allait être assez sophistiqué à mettre en place, notamment dans les groupes de sociétés, puisque ça va nécessiter de faire des recherches assez particulières pour aller examiner tout le contenu de l'actif immobilier de toutes les sociétés, de remonter des prorata, des valeurs, il a prévu un dispositif en fait, de sauvegarde en quelque sorte,
en disant que le redevable ne sera pas redressé s'il est de bonne foi et qu'il peut démontrer qu'il n'était pas en mesure d'avoir les informations nécessaires pour établir sa déclaration d'IFI correctement. Donc c'est un mécanisme qu'on avait déjà vu par le passé en matière d'ISF. Et donc c'est un redevable qui doit un impôt, mais parce qu'il n'est pas en mesure de faire sa déclaration, il ne sera tout simplement pas rehaussé. Il y a un certain nombre de mécanismes correctifs qui limitent quelquefois la règle, notamment lorsque le redevable contrôle la société. Alors maintenant, les exonérations, elles vont venir dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé ce qui n'est pas exclu du champ d'application de l'IFI, on va encore devoir vérifier s'il ne serait pas malgré tout exonéré grâce à une règle particulière. Alors là, on est beaucoup plus dans des choses connues. C'est essentiellement les exonérations au titre des biens professionnels que vous connaissez en matière d'ISF qui vont pouvoir s'appliquer. Et ça va couvrir quoi concrètement ? Ça va couvrir les hypothèses qui ne sont pas couvertes par les cas d'exclusion. Les cas d'exclusion ne visent que les parts ou actions de société, ne visent jamais l'immobilier professionnel détenu directement par le redevable. Donc on va le récupérer grâce à l'exonération. Si le redevable possède l'immeuble qu'il loue à la société dans laquelle il travaille, c'est grâce à cette exonération qu'il ne paiera pas d'IFI sur son immeuble. Ça peut concerner également des schémas dans des groupes de sociétés qui n'étaient pas couverts par les cas d'exclusion. Il faut savoir quand même qu'il y a des cas d'exclusion qui vont se chevaucher avec des cas d'exonération. Donc il faudra bien regarder comment s'enchaîne exclusion, exonération dans certaines hypothèses. Alors, reprise des règles classiques en matière d'exonération au titre des biens professionnels. Donc, on peut être exonéré au titre des biens professionnels si on exerce son activité principale en tant qu'entrepreneur individuel, ou dans une société de personnes, ou dans une société soumise à l'IS avec des conditions un petit peu plus complexes. Il faut avoir un mandat social, une rémunération et un certain pourcentage du capital. Toutes ces règles-là sont des reprises des règles de l'ISF. Une petite précision, l'administration n'avait pas, enfin la loi plus exactement, n'avait pas couvert précisément les situations d'immeubles loués aux entreprises en matière d'ISF pour les biens professionnels. Cette fois-ci, c'est réparé. Dans l'IFI, c'est plus précisément prévu par la loi. Et notamment une chose que l'administration refusait, elle refusait qu'il y ait des cascades de holding ou des cascades de SCI entre les redevables et l'immobilier professionnel en matière d'ISF. Désormais, c'est possible. On peut détenir son immobilier professionnel à travers plusieurs degrés d'interposition quand on le loue à la société qui constitue son outil professionnel. Alors les cas qu'on va couvrir grâce à ces exonérations, c'est quoi ? Une personne physique, entrepreneur individuel, propriétaire de l'immeuble qui le loue ou qui le met à disposition de son entreprise individuelle, exonéré d'IFI. Deuxième hypothèse fréquente, une personne physique qui détient d'un côté une société industrielle et commerciale qui est son outil de travail dans lequel il remplit les conditions de fonction, de rémunération, qui détient à côté un immeuble ou une SCI qui possède un immeuble et qui le donne à bail à la société industrielle. Il n'était pas dans les cas d'exclusion, mais il va trouver sa place dans les cas d'exonération. Et puis, troisième schéma un petit peu plus compliqué, le redevable qu'on a vu tout à l'heure, qui détient une holding, et la holding a deux participations. Une participation dans une SCI qui possède l'immobilier industriel, une participation dans la société industrielle qui l'exploite. La SCI, tout à l'heure, vous avez vu, n'était pas exclue du champ de l'IFI. Et bien là, elle peut être exonérée de l'IFI. Dernières exonérations qui sont maintenues, c'est des exonérations qui jouent dans des contextes particuliers. En matière de biens ruraux, de biens forestiers, on a une reprise à l'identique de toutes les règles en matière d'exonération. Un petit focus, l'ISF disparaît, mais toutes les contraintes de l'ISF ne disparaissent pas au 1er janvier 2018, malgré tout. Notamment les personnes qui avaient conclu des pactes du trait ISF ou qui avaient placé leur titre sous le régime de l'article 885 I-quater, qui obligeait à conserver les titres pendant 6 ans pour avoir des exonérations d'ISF. Si elles n'ont pas accompli les 6 ans au 31 décembre 2017, bien que le texte ne le dise pas clairement, semblent devoir pour l'avenir finir les délais de conservation si elles ne veulent pas être reprises sur les INSF des années passées. La chose n'est pas très claire parce que la loi ne le dit pas, mais un amendement parlementaire avait été déposé pour clarifier les choses et libérer les signataires, et il a été rejeté, ce qui semble assez mauvais signe pour la suite. Donc je pense que l'administration va nous dire qu'il faudra finir de conserver les actions pour remplir le délai de 6 ans. On arrive au morceau de choix qui est la déductibilité du passif. Là, on a vu l'actif immobilier ou l'actif réputé immobilier au sens de l'IFI. Le redevable va peut-être avoir un passif qu'il va souhaiter déduire pour réduire l'assiette imposable. Alors là, c'est extrêmement complexe, vous allez voir, parce qu'il y a 9 dispositifs anti-abus qui ont été prévus par le législateur, partie pour le passif personnel, les dettes personnelles du redevable, de la personne physique qui déclare, et d'autres pour le passif des sociétés lorsqu'elles deviennent imposables parce qu'elles possèdent de l'immobilier taxable. Passif du redevable, c'est quoi ? Sur le principe, un emprunt, une dette du redevable ne va être déductible
sauf exception, que si elle existe au 1er janvier et si elle est afférente aux actifs imposables. Donc bien sûr, comme on n'impose plus que les actifs immobiliers, il n'y a plus que les dettes afférentes aux actifs immobiliers qui vont être imposables. Donc toutes les dettes qui n'ont pas une cause immobilière, qui ne sont pas liées à un immobilier, ne vont plus être déductibles. Lorsque le bien immobilier financé par la dette est partiellement imposable, partiellement exclu ou exonéré, la dette sera déductible qu'au prorata de cette même pourcentage d'imposition du bien. La nature des dettes déductibles, pour que la dette soit déductible, elle doit être afférente à l'une des catégories visées par la loi, donc l'acquisition de l'immeuble, la réparation ou l'entretien de l'immeuble, son amélioration ou sa reconstruction, ou les impositions liées aux immeubles, étant précisé que l'impôt foncier est exclu expressément de cette liste. Donc les impositions qui restent une fois qu'on a exclu l'impôt sur les revenus fonciers, c'est la taxe foncière et éventuellement les droits de succession qu'on aurait pu subir quand on a hérité de l'immeuble. En plus, de nombreuses exceptions sont prévues en fait par le législateur. Si on veut comprendre pourquoi on a cette disposition, c'est tout simplement parce que le législateur, lorsqu'il a réfléchi à la conception, s'est dit mais le redevable qui détient de l'argent sur des comptes, sur des contrats d'assurance vie et qui va acheter un immeuble, va en fait sacrifier un actif qui n'est pas imposable à l'IFI, la somme d'argent ou le contrat d'assurance vie, pour acheter un immeuble qui devient imposable à l'IFI. Et donc évidemment, ça ne va pas être très agréable pour lui de rentrer dans le champ de l'IFI et de perdre son exonération. Et qu'est-ce que risque de faire le redevable ? C'est qu'au lieu de payer cash son acheteur, il va plutôt négocier un emprunt bancaire, conserver ses liquidités et acheter un immeuble en mettant un passif déductible en face. Et donc le législateur a voulu éviter des arbitrages de cette nature. Et donc il a dit, ne vont pas être déductibles un certain nombre de dettes qui par principe posent des difficultés par rapport à ces risques d'optimisation. Les premiers d'entre eux, ce sont les prêts in fine. Le législateur s'est dit, si on laisse les prêts in fine déductibles en totalité pour le capital sans l'amortir, les redevables vont améliorer en fait le passif déductible à l'IFI. Et donc il a prévu une règle spéciale qui va faire qu'on va devoir fictivement amortir sur la durée du prêt, comme si tous les ans, on remboursait une échéance proportionnelle du capital. Vous avez un petit exemple. Si on a emprunté 1 million d'euros et qu'on le remboursera in fine dans 10 ans, eh bien, pour l'IFI, on va considérer que tous les ans, on rembourse en fait 100 000 euros de capital. Et donc, par exemple, la 6e année, le montant déductible ne sera plus que de 500 000 euros et pas d'1 million d'euros, somme qu'on doit véritablement toujours à la banque. Deuxième série de dettes non déductibles, des dettes qui sont constituées, qui sont contractées dans un cadre familial, soit auprès des membres du foyer fiscal du redevable, soit auprès d'un groupe familial large avec les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, soit auprès d'une autre société, d'une société à qui on emprunterait, qui serait contrôlée par la famille. Dans ces différentes hypothèses-là, le passif va être retraité ou risque d'être retraité et de ne devenir pas déductible. Et puis enfin, un plafonnement de la déduction. Là, c'est un problème objectif, c'est-à-dire que le législateur a estimé qu'au-dessus de 5 millions d'euros de patrimoine, lorsqu'il y avait plus de 60% d'emprunt, il y avait un risque d'optimisation. Alors, je ne sais pas comment il a déterminé ces seuils, mais la règle a été fixée de la façon suivante. Si votre patrimoine immobilier taxable dépasse 5 millions d'euros et que vous avez plus de 60% de sa valeur sous forme de passif déductible, eh bien, l'excédent des 60% ne sera déductible qu'à hauteur de la moitié. Donc là aussi, vous voyez l'exemple. J'ai un patrimoine de 7 millions d'euros de biens immobiliers taxables, des dettes de 4 500 000 qui dépassent 60%, puisque 60% de 7 millions, ça fait 4 millions d'euros. Donc j'ai 300 000 euros qui dépassent le seuil de 60%. Et bien sur les 300 000 euros, seule la moitié va être déductible. Donc j'ai 150 000 euros de passif qui ne sera pas déductible à l'IFI. Alors si les montants étaient beaucoup plus importants, si on avait 7 millions d'euros d'actifs et 7 millions d'euros de passifs, on aurait 1 500 000 euros de passifs qui ne seraient pas déductibles. Et puis, limitation de la prise en compte du passif social dans les valorisations de titres de société. Donc là, c'est dans la valeur des titres sociaux en fait, que le législateur a prévu des règles spéciales. Pourquoi est-ce qu'il a prévu ça ? Tout simplement parce qu'il y a un problème. C'est comme les proratas de valeur imposable se font sur l'actif brut, le passif en fait, bénéficie indirectement à la réduction de la valeur imposable des titres. Si vous prenez l'exemple que je vous ai indiqué ici, une société qui a un capital de 800 000 euros qui en fait correspond à la valeur de son immeuble, qui est de 800 000 euros, et puis qui par ailleurs a des actifs financiers et un emprunt déductible ou un compte courant déductible, eh bien on voit qu'en fait la valeur économique de la société, c'est en gros 800 000 euros, mais que la valeur à l'IFI, c'est que la moitié, puisque le prorata de l'immeuble sur les actifs, enfin sur l'ensemble de l'actif, c'est 50%. Et donc la crainte du législateur est de se dire, voilà, mon redevable, si je ne limite pas sa capacité
à lessiver en quelque sorte l'actif en injectant des valeurs mobilières ou de la trésorerie à l'actif du bilan par des avances en compte courant, il va noyer l'actif. Si on n'avait pas 800 000 euros d'actifs financiers, mais 8 millions d'euros d'actifs financiers, et en face un emprunt de 8 millions d'euros ou un compte courant d'associé de 8 millions d'euros, on n'aurait plus que 10% des 800 000 euros de valeur des titres qui seraient imposables. Donc le redevable pourrait avoir tendance à noyer en fait l'actif en mettant beaucoup d'actifs financiers dans le bilan de la société. Et donc pour contrer ça, et puis pour contrer des schémas d'optimisation, il a prévu des limitations à la déductibilité. Alors là, c'est pareil. Neutralisation du passif qui provient d'une vente à soi-même. Le redevable qui a vendu l'immeuble qu'il possédait préalablement à une société qui contrôle, le passif ne va pas être déductible. Vous avez un petit exemple. J'ai un immeuble, je le vends à une société que je contrôle. J'ai un petit capital social et un gros emprunt bancaire. Ma société, en apparence, si je fais l'actif net, elle vaut 50 000 euros. Eh bien, pour l'IFI, mon emprunt va être retraité parce que je me suis vendu à moi-même l'immeuble. Et il va valoir 800 000 euros pour l'IFI. Donc, autant la financer sur fonds propres, ce n'est pas la peine d'emprunter. Ça neutralise l'intérêt de l'emprunt. Neutralisation des dettes sociales souscrites également auprès du redevable, auprès du groupe familial élargi, du foyer fiscal ou des sociétés contrôlées par toutes ces personnes. Si j'emprunte à mon conjoint, à mes parents, à une société contrôlée par la famille, eh bien l'emprunt ne va pas être déductible dans la valorisation des titres. Donc ça vise en fait à court-circuiter, à empêcher à la base tous les schémas d'optimisation qu'on aurait pu concevoir par le traitement du passif et du financement des actifs de la société. Donc voilà très rapidement dit la présentation des grandes lignes de l'IFI. Claire, maintenant, va vous faire quelques développements sur des réflexions qu'on peut avoir. Et puis, on vous propose éventuellement de poser quelques questions, en sachant qu'on restera prudent sur les commentaires et les réponses qu'on pourra vous faire, parce que le texte est tout neuf, et quelquefois, il n'est pas rédigé comme le texte qui existe en matière d'ISF. Donc, les transpositions d'analyse ou les transpositions de jurisprudence sont peut-être aujourd'hui un petit peu prématurées. Je souhaitais juste faire quelques remarques qui sont en fait le fruit d'un regard purement civiliste sur ce nouvel impôt, puisqu'on nous promet une très forte ingénierie patrimoniale autour de l'IFI. Et je voulais vous signaler que cette ingénierie patrimoniale, à mon avis, ne pourra pas faire l'économie de solides connaissances civiles, qu'elle sera la combinaison en tout cas de deux cultures, à la fois fiscale et civile, et que l'actualité mouvementée de la première culture fiscale ne doit pas occulter l'importance déterminante du civil dans tout montage patrimonial. J'avais juste, pour commencer, deux remarques liminaires à faire sur l'intitulé même de cet impôt, l'IFI, l'acronyme qui a été utilisé. Pour partir de très loin, on peut déjà remarquer qu'à s'en tenir à son intitulé, on pourrait croire que cet impôt est une sorte de résurgence de l'ancien droit, de cette époque où il était courant de dire que res mobilis, res vilis, que la fortune immobilière était signe de richesse et de pouvoir, mais vous l'aurez compris à travers l'exposé que vient de faire Jean-François, que cet impôt n'a rien d'un esprit ancien droit, qu'il, tout au contraire, à travers cet impôt, on stigmatise la fortune immobilière dès lors qu'elle a une nature qui n'est pas professionnelle, en tant qu'elle constituera un frein au progrès économique en figeant dans l'immobilier une fortune que l'on voudrait au service de l'investissement productif. Donc l'IFI est bien l'expression de la vision politique actuelle du monde économique moderne. Il n'est absolument pas une résurgence incongrue d'une époque révolue. La deuxième remarque, c'est que l'IFI est en réalité un IPI, si du moins on s'attache à une acception de la notion de fortune qui a été soutenue par le passé par l'administration fiscale dans le cadre de l'IR, qui réservait cette notion de fortune aux biens qui permettent au contribuable d'assumer sa subsistance. Puisque précisément, vous l'avez compris, l'IFI exonère d'impôts les biens qui sont professionnels, les biens immobiliers qui sont professionnels, et qui donc permettent au contribuable d'assurer sa subsistance. On est donc beaucoup plus avec l'IFI sur un impôt patrimonial immobilier, un IPI, mais certainement que les auteurs de la loi de finances de 2018, qui ne sont pas issus de la génération de 68, n'ont pas voulu cet acronyme à la sonorité fumeuse. Pour plus sérieusement, j'aurais 4 remarques de civilistes sur l'assiette taxable à l'IFI. La première, elle concerne la notion de propriété détenue par le contribuable au 1er janvier. Alors, on retrouve ici toutes les subtilités juridiques concernant la distinction entre un contrat définitif et un avant-contrat, entre une promesse synalamatique de vente valant vente et une promesse synalamatique de vente ne valant pas vente, entre une condition suspensive et une condition résolutoire,
À ce premier point de vue, il n'y a pas de nouveauté avec l'IFI par rapport à des problématiques que l'on connaissait déjà avec l'ISF, à ceci près que il faut prendre garde aux nouveautés qui sont issues de l'ordonnance du 10 février 2016 en matière de droits des obligations, comme celle par exemple qui concerne la non-rétroactivité de la condition suspensive posée par l'article 1304-6 du Code civil. Donc il n'est plus besoin, dans le cadre de cette réforme du droit des obligations, d'une déclaration rectificative pour l'acquéreur au cas de réalisation de la condition postérieurement au 1er janvier. Et puis, on remarquera plus spécifiquement quelques incongruités juridiques dans le dispositif IFI, et notamment celle issue de l'article 971 du Code général des impôts, qui impose aux preneurs, dans un contrat de crédit-bail ou dans un contrat de location-accession, d'inclure dans son patrimoine taxable à l'IFI les biens immobiliers objets de ces contrats, alors même qu'il n'a pas encore levé l'option et donc alors même qu'il n'en est pas le propriétaire. Mais on peut imaginer qu'il s'agira souvent d'immobilier professionnel qui sera donc exonéré. La deuxième remarque, elle concerne la notion de biens et de droits immobiliers comme délimitation du champ d'application de ce nouvel impôt. Est-ce que le dispositif IFI est calé sur les classifications civilistes? Non, on l'a vu, puisque les parts de sociétés détenant des immeubles sont rangées par le Code civil à l'article 529 du Code civil dans la catégorie des biens meubles. Or, elles figurent dans l'assiette taxable à l'IFI. L'IFI est donc bien un impôt qui porte aussi sur des meubles, ou autrement dit, il y a des immeubles par détermination de la loi fiscale. On le savait déjà, cette catégorie est connue, notamment à l'article 728 du Code général des impôts en matière de droit de mutation à titre onéreux. Elle a pour particularité, et cela doit être bien présent dans les esprits, cette catégorie, de devoir être interprétée strictement et dispositif par dispositif. C'est-à-dire qu'à défaut pour un dispositif d'avoir déformé la classification juridique, il faut revenir à la classification du Code civil. Et là où donc le dispositif IFI n'a pas prévu de règles particulières en la matière, il faut revenir à la source, donc aux catégories civiles. Revenir à la source et avoir à l'esprit notamment que le transfert de propriété d'un immeuble s'effectue solo consensu. Par le simple échange des consentements, l'acquéreur devient propriétaire. Donc, il n'existe pas en principe en droit civil de créance immobilière, sauf dans deux cas. Le premier, celui où le transfert de propriété précisément a été retardé, par exemple jusqu'au complet paiement du prix. Et deuxième cas, où il existe une créance immobilière, dans l'hypothèse où le transfert de propriété ne serait pas immédiat, à défaut d'individualisation de l'immeuble. C'est l'hypothèse, par exemple, où je te vends 100 mètres carrés à prendre dans un parc de 1000 hectares. Donc la question se posera de savoir qui déclare. Est-ce que c'est celui qui est titulaire de la créance immobilière ou est-ce que c'est celui qui est encore propriétaire du bien immobilier? À ma connaissance, ce point n'a pas été vu par le législateur fiscal. Si l'IFI nous fait réviser notre droit des biens, il y a peut-être des notions qui pourraient avoir de beaux jours devant elles en ingénierie de l'IFI. Par exemple, celle d'immeuble par destination ou de meubles par anticipation, car ce sont deux notions qui donnent à la volonté de l'homme une véritable emprise sur la classification d'un bien dans la catégorie meuble ou la catégorie d'immeuble. Et puis enfin, surfant sur cette distinction meuble-immeuble, peut-être va-t-on voir fleurir dans les patrimoines les péniches, les mobil-homes, les maisons flottantes. On peut se demander aussi le sort qui sera réservé à ceux qui sont titulaires d'actions de sociétés concessionnaires d'un port de plaisance, qui donnent donc, je vous le rappelle, droit à la jouissance d'un immeuble en la qualité de l'anneau de port. Donc, troisième remarque, sur la notion, cette fois-ci, de biens et droits appartenant aux enfants mineurs, des personnes redevables de l'IFI, avec ce texte du Code général des impôts qui nous précise donc que l'on doit inclure dans l'assiette taxable à l'IFI du redevable les biens de ces enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Cette précision, on l'a trouvée déjà dans le dispositif ISF, mais elle renvoie immédiatement chez la civiliste que je suis d'abord à une clause dont on a redécouvert les vertus depuis l'entrée en vigueur des nouvelles et nébuleuses règles en matière d'administration légale en 2016 pour sécuriser notamment les donations-cessions d'actions faites à un enfant mineur, à savoir la clause de désignation d'un tiers administrateur aux biens donnés ou légués, clause prévue par l'article 384 du Code civil. Et bien, cette clause pourrait avoir une vertu fiscale si l'on s'en tient à la lettre de l'article 965 du Code général des impôts. En tout cas, c'est un terrain de recherche d'optimisation de l'IFI qui suppose là encore une certaine culture juridique.
Donc à la question de savoir si une donation temporaire d'usufruit d'immeuble ou de part de SCI à un enfant mineur peut ou non réduire son IFI, la réponse pourrait être oui, mais à condition d'être assortie d'une clause de désignation d'un tiers administrateur. À savoir que si on assortit cette exclusion d'administration légale du droit de jouissance légale des administrateurs légaux, il en résulterait, en vertu d'une jurisprudence du Conseil d'État du 12 octobre 2011, que les parents seraient gagnants à la fois sur l'IFI et sur l'IR, puisque ça leur permettrait également d'échapper à l'IR sur ce patrimoine, sur le fondement de l'article 6.2 du Code général des impôts. Dernière série de remarques relatives à la règle d'imposition de l'usufruitier et à ses exceptions, dont Jean-François vous a déjà dit l'essentiel tout à l'heure. Juste quelques brèves remarques. L'article 968 du Code général des impôts reprend et ajoute à l'ancien article qui existait dans le cadre de l'ISF, l'article 885G du Code général des impôts. Sur la notion d'usufruit, il n'y a pas de nouveauté. Tout usufruit est visé, aussi bien l'usufruit viager que l'usufruit temporaire, j'entends. Donc tout usufruit viager ou temporaire doit inclure dans sa base imposable à l'IFI la valeur en pleine propriété du bien ou de la quotité du bien dont il a l'usufruit. Ça, c'est le principe. La première question qui se pose, c'est de savoir est-ce que seuls les usufruits sont visés? Non. L'article 968 du Code général des impôts, comme auparavant l'article 885G, assimile à l'usufruit le droit d'usage et d'habitation. Et ayons à l'esprit l'ancienne doctrine fiscale qui excluait expressément en matière d'ISF le prêt à usage ou commodat. Il en sera certainement de même sous l'IFI, puisque le prêt à usage ne donne pas naissance à un droit réel, mais à un droit personnel, contrairement à l'usufruit et au droit d'usage et d'habitation, qui sont des droits réels. Donc, en passant, on peut juste signaler qu'on voit l'impact IFI qu'il peut y avoir à choisir comme moule juridique ou bien la donation temporaire d'usufruit ou bien le prêt à usage pour loger gratuitement un enfant. Autant dire que les civilistes doivent aussi avoir conscience des enjeux fiscaux que recèlent certaines options juridiques. Et puis, bien entendu, c'est l'aspect civiliste de la réforme qui a retenu principalement l'attention dans les premiers commentaires du dispositif. Ce sont toutes les exceptions au principe d'imposition exclusive de l'usufruitier, c'est-à-dire tous les cas où, au lieu que l'usufruitier soit imposé à 100% en pleine propriété sur la valeur du bien dont il n'a pourtant que l'usufruit, on va répartir l'imposition entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Les exceptions que l'on trouve aujourd'hui dans le dispositif IFI, elles ont été reprises à l'identique de celles qui existaient dans le cadre de l'ISF, sauf la première de ces exceptions, c'est celle sur laquelle on a déjà dit un mot tout à l'heure, celle qui concerne l'usufruit légal du conjoint survivant. Avant, seuls étaient concernés par cette exception les conjoints survivants dont l'usufruit légal s'était ouvert avant le 1er juillet 2002. Dorénavant, tous les conjoints survivants, quelle que soit la date du décès et donc de l'ouverture de la succession dans laquelle ils ont récupéré cet usufruit, à partir du moment où l'usufruit n'a pas été mis en place ni par une donation au dernier vivant, ni par un legs, et qu'il repose simplement sur l'article 757 du Code civil, donc bénéficieront ou subiront, selon les cas, cette répartition d'imposition entre eux et les enfants nus propriétaires, en fonction du barème de l'article 669 du Code général des impôts. On voit donc tout l'intérêt qu'il y a au regard de l'IFI, déjà on le savait au regard de la faculté de cantonnement notamment, tout l'intérêt qu'il y a à mettre en place des donations aux derniers vivants, y compris dans les familles où tous les enfants sont communs, puisque cela permettra à la famille, au décès, de choisir entre une répartition de l'IFI ou une imposition exclusive du conjoint survivant. Dernière remarque qui concerne l'hypothèse où les enfants nus propriétaires auraient, ayant récupéré la nue propriété au décès, auraient sollicité un paiement différé de leurs droits de succession. Ces enfants pourront-ils ou non inscrire au passif de leur IFI éventuel cette imposition qu'ils n'ont pas encore payée, qui est différée jusqu'au décès du conjoint survivant? Est-ce que cela va dépendre de la question de savoir s'ils sont ou non eux-mêmes imposés à l'IFI sur cet actif ou si on est dans un cas de répartition de l'IFI? On a pu lire dans certains commentaires que les enfants ne pourront pas bénéficier de cette déduction. J'émets une réserve étant donné que dans le cadre de l'IFI, il y avait une réponse ministérielle Philibert de 1996 qui était reprise par le BOFIP.
et qui permettait, alors même qu'on était en présence de l'article 885 G quater, qui précisait que seules les dettes contractées par le redevable pour des actifs qui étaient imposés dans son patrimoine pouvaient être déduites de son ISF. Et malgré cet article 885 G quater, on avait cette réponse ministérielle Philibert de 96 toujours inscrite dans le BOFIP, qui permettait aux enfants du propriétaire, même lorsqu'ils n'étaient pas imposés sur le bien dont le conjoint survivant détenait l'usufruit, de déduire ces droits de succession différés de leur patrimoine personnel imposable à l'IFI. Je vois que j'ai débordé, je suis désolée. Renaud. Alors, normalement, c'est le temps des questions. Comme souvent, le temps des questions a été mangé, si j'ose dire. Ce que je vous propose, c'est que nous reportions les questions à la fin, mais c'est que vraiment nous jouions le jeu, parce que je crois que l'intérêt de ces colloques aussi, c'est que vous puissiez poser des questions, c'est très important. Donc je m'engage, quoi qu'il arrive, à ce que vous puissiez poser des questions à la fin, et ce qu'on ne vous dise pas qu'on va aller tout de suite manger la galette des rois qui nous est réservée à la fin. Donc, ce qui veut dire que ça impose aux intervenants qui viennent maintenant une contrainte presque irréductible, qui est de tenir le temps. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole à Maître Pascal Julien Saint-Amand, qui va nous parler de la flat tax, autrement dit IFU.